Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Dans le cadre de la mobilisation générale pour soutenir nos vaillants militaires de FARDC dans les provinces là où on a décrété l'état de siège par le chef de l'État, nous recevons sur ce plateau le colonel Roger Bombon, technicien d'état-major. Le colonel Bombon, il a publié un ouvrage sur la guerre de Kolwezi. Kolwezi, 13 mai 1978. Deuxième guerre du Chaba. Il a été sur le terrain jusqu'à ce qu'il n'a pas participé à la première guerre du Chaba, deuxième guerre du Chaba. Mais il a l'avantage d'écrire cet ouvrage qui va nous permettre à discuter, à parler sur ce qui se passe aussi à l'est du Congo dans le cadre de deux provinces, Ituri et Nord Kivu, et si on peut établir certaines comparaisons. Bonsoir mon colonel. Bonsoir monsieur le directeur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'aujourd'hui nous allons savoir, vous avez écrit sur la deuxième guerre du Chaba. Est-ce qu'il y a aussi moyen de commencer par la première guerre pour expliquer aux jeunes gens qui ne connaissent pas l'histoire de ces pays afin de se faire une idée? Merci. Et cela fait déjà plus de 40 ans que cette guerre a eu lieu, et ce qui fait que la génération présente n'est pas tellement au courant de ce qui s'est passé. Alors il est de notre devoir de pouvoir restituer le passé pour que la génération connaisse ce qui réellement s'est passé en ce moment-là. Pour la première guerre de Chaba, comme on le sait, dès l'accession du Congo à l'indépendance, la province du Katanga est entrée en sécession par les Belges. Et il a fallu 3 ans après pour que l'ONU intervienne, ainsi que l'armée du Congo, pour briser pour mettre fin à cette sécession. Alors les militaires qui étaient au Katanga, qui étaient des gendarmes tous des Katangais, il y en a qui sont restés au pays, mais beaucoup sont allés se réfugier en Angola. Et ils attendaient à un moment donné pour pouvoir revenir au Congo, peut-être au moment où Tshombe pouvait devenir président de la République. Mais il s'est fait que politiquement, Tshombe est devenu Premier ministre. Et quand Tshombe est devenu Premier ministre, il a dû rappeler tous les gendarmes qui étaient en Angola, qui sont venus au Congo. Ils ont participé à d'autres opérations à Kisangani et au Kivu. Et lorsqu'il y a eu la mésentente entre Tshombe et Kassavubu, Tshombe a été débarqué de ses fonctions de Premier ministre. Et voilà un nouveau départ, un nouvel exil pour les gendarmes katangais qui sont allés de nouveau en Angola. Et ils ont travaillé avec FLNA, et ils ont travaillé avec Dos Santos, oui, et avec Augustine Neto. Étant donné que Dos Santos était beaucoup plus proche de Mobutu, ils ont préféré travailler avec Augustine Neto. Et lorsque Augustine Neto est devenu président, ils ont cru que c'était le moment pour eux de pouvoir revenir au Congo et de prendre le pouvoir. Et ils ont monté cette opération, non pas pour séparer de nouveau le Katanga du Congo, mais c'est tout simplement pour prendre le pouvoir à Kinshasa. Donc c'était ça la première guerre du Chaba. C'était la première guerre du Chaba. C'était aussi la guerre de 80 jours, non? C'est ça exactement, la guerre de 80 jours. Ouais. Mais on ne pouvait pas prendre le pouvoir à Kinshasa en commençant la guerre à des milliers de kilomètres. Parce qu'ils n'avaient pas, les gendarmes katangais n'avaient pas de base à l'intérieur du Congo. Et comment ça a terminé? Ils ont attaqué, ils sont entrés par Dilolo, et ils sont montés jusqu'à Muchacha, mais ils n'ont pas su atteindre Kolwezi, parce que l'armée du Zaïre a eu des appuis de Français dans la logistique qui était supportée par les Américains.
Et ils ont envoyé les Marocains pour participer au combat. Et avec les Marocains et les Congolais et l'aviation congolaise ont su mettre fin à cette aventure de Katangé et sont rentrés en Angola. Mais ils ne sont pas rentrés en Angola pour toujours, malgré une ceinture de sécurité qu'on avait placée tout autour de la ville de Kolwezi. Avec les rebelles Katangé, les gendarmes Katangé, ont conçu encore une manœuvre. Et cette manœuvre, c'était la suite d'une opération qui avait été organisée dans le sud, au sud de Kassaji, tout près des usines manganèses, de Kisenga manganèse. Et nos militaires... Donc ça, c'est la deuxième guerre. Non, c'est toujours dans la première guerre. La première guerre, oui. Nos militaires sont allés bousiller le camp de Makizar, du côté de Kisenga manganèse. Et alors, en réaction, les rebelles Katangé se sont arrangés pour progresser petit à petit pour venir attaquer Kolwezi. C'était plutôt une réplique de l'attaque de Kisenga manganèse qui a constitué la deuxième guerre du Chaba. Ok, donc pendant la deuxième guerre du Chaba, comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvés sur place? Oui, j'ai participé à la première guerre de Chaba. Et à l'issue de celle-ci, j'ai été désigné chef d'état-major de la 14e brigade. Et j'étais à Kolwezi en tant que chef d'état-major de la 14e brigade. Comme tel, j'avais la responsabilité de la sécurisation de la ville de Kolwezi. Mais cette ville de Kolwezi ne pouvait pas être sécurisée parce que l'autorité supérieure, qui était le commandant de la division Kamanyola, lui misait sur la sécurité des frontières. Et il a dégarni la ville de Kolwezi, où il a pris toute la réserve militaire et même le matériel laissé par les Marocains, il les a envoyés au front. Donc le front, c'était Kassaji, Dilolo, et donc la ville de Kolwezi n'était occupée que par des militaires, des administratifs, des troupes de non-combattants. Donc des administratifs, il n'y avait pas de troupes de combattants sur place, parce que toutes les troupes ont été dispersées à gauche et à droite. Il y en a même qui sont allés jusqu'à la frontière avec la Zambie. La Zambie, oui. Okay. Mais on peut dire quand même que pendant cette période, le président Mobutu avait signé un décret ou bien une ordonnance pour nommer des gouverneurs militaires, comme on l'a fait aujourd'hui. C'est exact. C'était l'état d'urgence ou bien l'état de siège? Je ne connais plus le terme exact, mais c'était à peu près la même situation. Ouais. Parce que le gouverneur militaire a été nommé, non pas pour toute... le gouverneur militaire a été nommé pour toute la province du Chaba, ouais. Mais il n'y avait que trois... Trois districts. Trois districts qui ont été concernés. Le district de la ville de Lubumbashi, où à la tête il y avait le colonel Fariala, actuellement général et qui est encore en vie. Retraité déjà. Il est retraité. Et il y avait aussi le colonel Massefo Lenzo, qui était à Likasi, et le colonel Ikanchi, qui était à Kolwezi. Ce sont tous des officiers de l'auditorat militaire, ce sont des juristes, et ils ont été placés à la tête de ces districts en remplacement des autorités civiles. Et comment, quand la guerre a commencé, l'intervention de troupes congolaises, zaïroises, pour affronter les rebelles des armes Katanga, ça s'est passé comment? Disons que les rebelles katangais se sont déplacés de nuit et se sont approchés de... En fait, je voudrais savoir la collaboration entre les gouverneurs ou bien les responsables militaires qui étaient à la tête de district et les commandants qui géraient la guerre. Est-ce qu'il y avait une collaboration? Ça se passait comment? Effectivement, mais nous, en tant que
unité opérante. Ouais. Nous n'étions pas tellement associés à cette politique-là. Ah. C'est plutôt le général Singh étant le gouverneur militaire, il était en contact avec le chef de district, qui était le colonel Fariala, Massefo Lenzo et Ikancha. C'est avec eux qu'il traitait. Mais sur place, à Kolwezi, où il y avait l'état-major de la division Kamanyola, le colonel Ikancha était toujours en contact avec le général Dikuta, qui était devenu commandant de la division Kamanyola. Mais tout ce qui s'est passé sur le plan politique, ouais. je n'étais pas associé, étant donné que moi j'étais beaucoup plus opérationnel sur le terrain que dans le bureau pour le problème. Parlons maintenant des opérations. Vous êtes sur le terrain, il y a eu l'intervention des Français, l'intervention des Marocains. Comment vous avez travaillé pour affronter ces rebelles? Merci. Les Marocains sont arrivés, nous ont aidés durant la première guerre de Chaba. Ils ont progressé avec le général Ikuku jusqu'à arriver à Dilolo. Ils ont bouté dehors les rebelles Katangé. Pour la deuxième guerre, nous avons été attaqués par surprise le 13 mai 1978. Pourquoi nous avons été attaqués par surprise? C'est parce que la population ne collaborait pas avec l'armée. Pourquoi? Il y a des facteurs sociaux qui ont fait que la population ne puisse pas collaborer avec l'armée parce que la logistique pour l'armée ne suivait pas. Et c'est surtout du côté Bangé. Et même on a vu de l'argent qui était envoyé pour l'achat de vivres frais, parce que les militaires qui étaient là, ils devaient par moment avoir des vivres frais. Ah ben, cet argent a été détourné par le responsable militaire. Alors les militaires devaient se servir auprès de la population. Ouais. Alors la population n'était pas du tout contente du comportement des militaires. Et alors ils n'avaient pas besoin de collaborer avec les militaires. C'est comme ça que les rebelles ont poussé jusque dans la ville de Kolwezi et sans à l'insu des militaires. Et l'attaque a été lancée par surprise. Et l'attaque a été lancée sur Kolwezi qui n'avait pas de troupes de combattants. Il n'y avait que quelques troupes administratives de non-combattants. Et c'est comme ça que leur première opération, leur première attaque a été dirigée sur l'aéroport de Kolwezi, oui. Parce que c'est là où on avait avec les Français, lors de la première guerre, on avait installé toute la réserve de munitions, de guerre. Mais les Français disent que... les rebelles ne le savaient pas. Donc ils n'ont absolument pas... Mais selon certains ouvrages, les Français, ils ont sauté sur Kolwezi, c'est eux qui ont sauvé Kolwezi. Oui, nous avons été attaqués le 13 mai, c'était un samedi. Nous sommes battus le samedi, le dimanche, mais étant donné qu'il n'y avait pas de troupes de combattants, donc il y avait les gendarmes qui étaient là, c'était tous des Katangé. Donc on ne pouvait pas attendre d'eux une collaboration concrète. Et au premier coup de feu, ils s'enfuyaient, ils jetaient les armes, ils quittaient la tenue militaire et se cachaient dans la population. Et c'est comme ça que quelques troupes de combattants qui étaient là, nous avons pu faire face à cette agression pendant 2, 3, 4 jours, je crois jusqu'au mercredi. Et c'est seulement mercredi que nous avons pu quitter Kolwezi parce que les renforts qui devaient venir de Kinshasa ne sont pas arrivés à temps. Et un premier avion, Bifalo, a survolé Mukaka. Mukaka est à environ 50 km de Kolwezi, et il y a une piste d'aviation. Et les Bifalo sont des avions tout-terrain, ils pouvaient bien atterrir, mais nos pilotes n'ont pas pu poser ces avions, ils sont rentrés à Kamina. Et nous avons pris l'option, avec le général Dikuta, de faire un détour en passant par Mukulakula et Bokama. Et nous sommes remontés sur le Boudi jusqu'à Tenke-Fungurum. Et de Tenke-Fungurum, nous sommes descendus de nouveau sur Kolwezi parce que c'était la seule possibilité de pouvoir être ravitaillés et d'affronter encore les rebelles. Mais nous ignorions que le colonel Mayele
qui était à la tête du bataillon de 331e bataillon de Para, était déjà arrivé à Lubumbashi. Il avait progressé par véhicule jusqu'à Kolwezi. Il a récupéré dans un premier temps l'aéroport, et c'était le jeudi. Ce ne sont pas des Français qui ont récupéré? Non, les Français sont arrivés vendredi. Lorsque les rebelles ont appris la perte de l'aéroport, oui. Ils se sont arrangés pour déguerpir la ville, pour quitter la ville. Et les Français ne sont arrivés que le vendredi. Et ça, dans mon livre, je le prouve. Donc, vous voulez dire que les Français n'ont pas combattu? Les Français n'ont pas combattu. Et il y a eu, quand les rebelles sont partis, il y a eu quelques poches de rebelles qui sont restés dans la ville. Par exemple, du côté de Luilou, sur cette route-là, il y avait un petit pont. Les Français, parce que lorsque les Français sont arrivés, et le président Mobutu est arrivé aussi, et le colonel Gras, qui a été promis général par après, parce que le colonel Gras était l'assistance militaire auprès de l'ambassade de France ici au Congo. Il a demandé au président le plein pouvoir de neutraliser les troupes zaïroises pour prendre en main le commandement de toutes les opérations à Kolwezi. Pourquoi? Et il s'est servi de nous comme des éléments, des éléments de renseignement, tout simplement, pour lui donner des informations sur tel ou tel problème. Et il a pris le commandement, il a pris le pouvoir. Mais un jour, ils sont sortis sur la route de Lulo. Là, les rebelles ont descendu 2 Français. Et depuis lors, les Français sont rentrés dans la ville. Ils n'en sont plus jamais sortis jusqu'à leur départ, jusqu'à leur retour en France. Donc, c'est avec l'intervention de la France, c'est comme ça qu'on a mis fin à la guerre du 13 mai 1978, la guerre du Chaba. Il n'y avait pas que les Français, il y avait aussi des Belges. Ouais. Mais ils avaient pour mission de sauver les Français ou les Belges ou les Occidentaux qui étaient morts. Il y a quand même un peu de controverse, parce qu'on disait que l'intervention des Belges est arrivée presque en retard, et puis Mobutu aurait demandé à ses militaires pour liquider certains Belges, pour contraindre la Belgique d'intervenir. Oui, comme je le dis dans mon livre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé un problème très très sérieux. Ouais. Au premier jour de la guerre, nous avons reçu des instructions de Kinshasa de regrouper tous les expatriés de Kolwezi auprès de l'état-major de la division Kamanyola. Mais ils sont restés dans les établissements de la société Baron Lévesque. Et ces gens ont reçu la visite 3 fois d'un officier de l'état-major de la division Kamanyola. Mais lorsque le général Dikouta a pris fuite, il est resté le colonel Bonsang qui était son chef d'état-major. Et le colonel Bonsang a décidé d'évacuer l'état-major, mais en tant que responsable, il savait qu'il y avait des Belges, des Français, des Occidentaux qui étaient tout près de lui, pour lesquels il devait assurer la sécurité. Mais il a quitté l'état-major, il est parti sans pouvoir s'occuper de ces gens-là. Et c'est comme ça que les Occidentaux qui étaient abrités dans la société Baron Lévesque ont reçu. Je ne l'avoue pas, je ne le précise pas, et je dis ce qui m'a été rapporté. Ben, je peux dire, citer le nom du général le commandant, le chef d'état-major de la force aérienne. Comment il s'appelait encore? Le Métis. Oui. Et voilà, là, les noms échappent déjà. On voit un peu la personne. Oui. Kikunda. Kikunda. Oui. Alors c'est quand on s'est retrouvé à Kamina, parce qu'après la guerre, on m'a envoyé à Kamina comme chef d'état-major de la base de Kamina. Et alors un jour, nous avons eu la visite du général Kikunda, qui m'appellera un soir en parlant, et m'a avoué qu'effectivement, les Occidentaux ont été massacrés par des Zaïrois pour précipiter l'intervention de Français et de Belges. Ok, on laissera les historiens écrire l'histoire.
Maintenant, voyons, vous avez vécu cette période d'intervention de rebelles. Vous avez aussi participé à la guerre. Il y a quelques jours, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a décrété ce qu'on appelle l'état de siège dans des provinces du Touri. Vous qui avez l'expérience du terrain, comment voyez-vous cet état de siège et quel regard portez-vous sur cet état de siège? À mon humble avis, la mesure prise par le président de la République, c'est une bonne mesure. Dans ce sens que, à l'Est, on a affaire à une autre situation que celle que nous avons vécue au Katanga. Au Katanga et au Chaba, il n'y avait rien que les rebelles katangais qui étaient animés de décision de pouvoir prendre pour le pouvoir à Kinshasa. Ils n'avaient pas suffisamment de bases sur place. S'ils ont eu cette base, c'est tout simplement à cause du comportement de nos militaires. La population n'était pas tellement acquise à leur objectif. Et il n'y avait rien à s'inquiéter parce que ces rebelles katangais n'étaient pas là pour l'exploitation des minéraux. Ils n'avaient pas d'autres objectifs que de chasser Mobutu du pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, c'est toute une autre histoire. Cette histoire vient de ce que notre pays est convoité par beaucoup de pays. Pas seulement des pays voisins, même des pays étrangers. Et ce sont ces pays étrangers qui sont à la base de tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Et il y a là, commençons un peu par le commencement, avec l'AFDEL. Il y avait dans les rangs de l'AFDEL des étrangers. Non, il y avait des Rwandais, des Ougandais. Il y avait des Rwandais, il y avait des Ougandais, et même je crois qu'il y a eu aussi des Angolais. Les Angolais sont intervenus après? Après. Après, oui. Et dans cette aventure, l'AFDEL a recruté des Kadogo, qui étaient pour la plupart des Banyamulenge, et aussi des véritables Rwandais qui venaient du Rwanda, pour des objectifs visés par le Rwanda. Après la prise de pouvoir à Kinshasa, il y a eu toutes ces rébellions, ces mouvements politico-militaires qui se sont levés à l'Est. Il y a d'abord le Kundabatwar, le CNDP. Le CNDP, il y a... Il y a d'abord RCD, CNDP. Le RCD, c'est après. RCD, c'est avant le CNDP. Il y a RCD, avant d'abord AFDEL, RCD, CNDP. CNDP et puis Bosco Tanganda. M23. Et puis le M23. Et dans tous ces mouvements politico-militaires, la plupart des gens, des militaires, c'était des Rwandais. Et n'étant pas arrivés au pouvoir à Kinshasa, ils sont allés à San Suu à cette conférence sur le Congo, où l'on a décidé de résorber tous ces militaires, de les accepter, mais sans que ces militaires puissent être mutés en dehors du Kivu. Et c'est la situation que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui fait qu'en plus de minerais, nous avons des éléments du Rwanda qui sont sur place, qui travaillent pour l'intérêt du Rwanda, et non seulement pour le Rwanda, qui travaillent aussi pour l'intérêt des Occidentaux. Comment expliquer qu'il y a des usines de raffinage d'or ou de coltan au Rwanda alors que le Rwanda n'en est pas producteur? Et il y a ces Occidentaux qui financent et les troupes qui sont sur place, et ils financent la population qui est désœuvrée, qui n'a pas de travail. Et vous vous souvenez, du temps de Mobutu, on a tué les gens au Kasaï, à Katekelai. C'est à partir de ce moment-là qu'on a essayé de libéraliser l'exploitation des minéraux. Le fait étant déjà accompli, les gens sont en train d'exploiter ces minéraux. Mais où est-ce qu'ils vendent ces minéraux? C'est avec l'argent qui vient de l'extérieur, qui finance
cette exploitation. Maintenant, mon colonel, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. On a décrété, donc on a donné à peu près 30 jours, c'est renouvelable si la situation n'est pas stable. Mais qu'est-ce qu'on va faire après la fin de l'état de siège? Parce qu'il faut penser à cela déjà. Oui. Parce que ça ne sera pas éternel, ça va s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va faire après l'état de siège? C'est vrai, après l'état de siège, il y a les autorités civiles vont reprendre leurs fonctions, Oui. mais l'armée devra rester sur place pour sécuriser la population et sécuriser les institutions. Et l'État doit s'atteler à pouvoir donner du travail et continuer à pacifier le pays. Mais les militaires qui sont là, ils ne devront pas rester là éternellement. Parce que ce que nous avons vu, on a vidé presque l'ouest du pays, on a amené tous les militaires à l'est. Et sera-t-il toujours de cette façon, lorsqu'il y a un conflit qui éclate quelque part, qu'on prenne des militaires, tous les militaires, qu'on les envoie là-bas, et s'il y a un autre conflit qui... Donc vous voulez dire qu'il faut une nouvelle politique de défense? Oui, pour cela il faut une nouvelle politique de défense. Et pour cette politique de défense, il faudra décréter d'abord les états-majors de l'armée, connaître la structure actuelle de l'armée et prévoir la modernisation de l'armée en commençant par l'organisation interne de cantonnement. Quand vous dites qui va faire, c'est la question. Qui va le faire? C'est le président? Ça se passe comment? C'est le président de la République qui est le commandant suprême des forces armées, que s'il est conscient de ce qui se passe aujourd'hui, il peut prendre cette décision. Et à ces états généraux de l'armée, pour moi, prendront part même les politiciens, même des professeurs d'université, tous les gens qui sont animés de bonne foi, de bonne volonté pour voir notre armée se développer, se moderniser. Et les anciens militaires qui ont participé à des guerres, qui ont travaillé avec Mobutu, bien qu'ils ne soient plus nombreux sur la terre, mais aussi les militaires en service pour dégager une politique de défense qui sera une balise de l'armée de demain. Pour que chaque gouvernement qui viendra puisse travailler dans cet axe-là pour amener l'armée à une grande modernisation, à une capacité de défendre le pays. Donc là, il faut une armée dissuasive. Oui, une armée dissuasive, oui, cela dépendra de notre politique de défense. Sommes-nous en quête d'expansion de notre territoire? Sommes-nous tout simplement contents de l'étendue de notre pays? Alors, si c'est le dernier cas, il faudra maintenant travailler de manière à doter cette armée de moyens dissuasifs pour que nous soyons respectés de nos frontières, que nous soyons respectés de nos voisins et même de l'étranger. Et alors, ce sera par étapes. On se fixe de programmes quinquennal. De telle année à telle année, nous devons atteindre tel objectif. Et pour que l'armée soit réellement rentable, il faut choisir l'armée de métier ou l'armée de milice. L'armée de métier posera beaucoup trop de problèmes, comme elle l'est aujourd'hui. Vous voyez, l'armée de métier entraîne beaucoup de femmes et d'enfants. Et si l'État est-il en mesure de pouvoir subvenir aux besoins sociaux de cette armée, des femmes et des enfants, les soins médicaux, les études des enfants? Et tandis qu'avec l'armée des milices, il faudra prendre des hommes pendant quelques années, 2 ans, c'est le maximum. Mais là, il y aura encore beaucoup de problèmes qu'il faudra résoudre. Et c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut des états généraux de l'armée, parce qu'il faut voir quelle sera
les infrastructures d'accueil. Et ces infrastructures doivent tenir compte de la population de notre pays. Plus de 80 millions d'habitants. Combien d'enfants sortent aujourd'hui des humanités? Combien atteignent 16 ans et n'arrivent pas à la fin des humanités? Combien sortent des humanités, vont à l'université et ne terminent pas? Et combien terminent l'université? Et toutes ces personnes, ils doivent faire leur service militaire obligatoire. Et toutes ces personnes doivent être formées dans les différents... Vous voulez dire qu'il faut qu'on institue du moins un service militaire obligatoire pour tous les jeunes Congolais? C'est une bonne chose, ce n'est pas à moi de décider, mais je fais la comparaison entre l'armée de métier et l'armée de milice. Parce que dans l'armée de milice, il y aura quelques militaires de métier. Non, prenons par exemple comment l'armée américaine fonctionne. C'est la plus grande armée du monde, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a des milices? Est-ce qu'il y a l'armée des métiers? L'armée américaine, il y a des milices qui font leur service militaire obligatoire. Ouais. Il y a des gens qui s'engagent comme militaires, signent de contrat comme n'importe qui va signer un contrat avec une société. Oui. Et donc il est militaire de métier. Et celui-là, aujourd'hui ou demain, on peut l'envoyer n'importe où. Il est conséquemment payé pour faire face à tous ces besoins. Ok, merci beaucoup mon colonel. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Nous espérons qu'on vous a bien suivi. C'est la première émission. On parle avec un spécialiste en matière pour tirer les leçons du passé. Aussi, voir un peu ce qui va se passer dans l'avenir, parce que après l'état de siège, il faudrait penser une nouvelle armée, parce que sans armée, il n'y a pas un État puissant. Et surtout que nous avons beaucoup de richesses. Mao disait, si vous ne savez pas protéger vos richesses, on viendra les prendre gratuitement. Nous espérons qu'on va soutenir notre armée. Et nous espérons que nous allons gagner et la paix va s'installer à l'est du pays. Le Congo va retrouver sa puissance et l'Afrique va en profiter. Une fois de plus, merci et bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mon colonel. C'est moi qui vous remercie, monsieur le directeur.